Vu, lu, entendu de Driss Shraibi. À la narration, Fatiha Nakhli. Je remercie la vie. Elle m'a comblé. En regard d'elle, tout le reste est littérature, pour ne pas dire solitude. À mon âge, 71 ans déjà, je remonte à pas paisibles le chemin parcouru, sans notion de temps ou d'espace. Je me tourne vers mon passé. J'essaie tout au moins. À Georges Bernard Shaw, mon regretté confrère d'outre-Manche, une dame d'un âge certain avoué, le rose joue, qu'elle avait 30 ans. Ah bon, répondit le vieux pince sans rire, mais à quel âge êtes-vous né? Toute proportion gardée, c'est la question qu'il aurait pu me poser. Non que je sois une femme, vous me connaissez. Mais il subsiste un léger doute quant à la date de ma naissance, un certain décalage entre l'oral et l'écrit. On ne récuse pas l'écrit, surtout s'il est officiel. Quant à l'oral, considérant la version officielle, j'ai vu le jour au Maroc, à El Jadida, Mazagan, à l'époque du protectorat, au bord de la mer. Le lieu de naissance ainsi précisé reste à déterminer la date. Chez nous, les indigènes, il n'y avait pas d'état civil. Et comme on l'a écrit et affirmé souvent depuis les croisades, dans le monde arabo-musulman, le temps ne compte guère, en dépit de la passion des Marocains pour les montres de haute précision. Mais il nous fallait nous civiliser. Selon le manuel français d'histoire, celui-là même qui vantait mes ancêtres gaulois. Pour entrer au lycée d'IOT de Casablanca, je devais avoir une carte d'identité, et donc un âge légal. Vêtu d'une djellaba blanche et accompagné de 2 témoins, dignes de foi, qui lui devaient de l'argent, mon père me conduisit par la main au commissariat de police. C'était un après-midi torride, au début de la Seconde Guerre mondiale. Gravement, il déclara au commissaire que je m'appelais Driss, avec 2 S s'il vous plaît. Idriss en arabe, mais on prononce Driss, que j'étais bien son fils et qu'il était content de moi. Oui, monsieur, sage, obéissant, studieux. Son âge, dites-vous? Oh, c'était l'époque des moissons, quand, avec les 2 dieux, il est venu au monde. Quelle moisson? Demanda le commissaire, qui transpirait à grosses gouttes. Orge, avoine, maïs, blé dur. Blé dur, dit mon père. Parfaitement, renchérirent les 2 témoins d'une seule et même voix. Nous étions avec lui. En juillet alors? C'est ça, répondit mon père. En juillet. C'est ça, répétèrent les témoins. En juillet. Au milieu de juillet? Proposa le commissaire. Il s'épongeait la face, la nuque. Le 15? Pourquoi pas? Le 15, dit mon père. Les yeux du policier me jaugèrent des pieds à la tête et d'une épaule à l'autre. Si j'ai toujours été maigre, disons svelte, ce jour-là, dans ce commissariat à vue d'œil, je devais mesurer 1,60 m. Après de rapides calculs, opérés sur un buvard avec une plume sergent-major, on m'en nantit d'une date de naissance officielle certifiée et tamponnée par un officier de police, 15 juillet 1926. J'ai donc 71 ans à l'heure où je commence la rédaction de ces mémoires. La preuve par 9, c'est que mon frère, Abdelhak, mon cadet de 4 ans, en a 75. Je ne sais pas s'il s'est adressé au même commissaire, avec les mêmes témoins dignes de foi. Il n'a jamais fréquenté que la contre-école de la rue, mais il avait besoin d'un permis de conduire. Il mesure 2 mètres. L'habit fait le moine. Il existe une montre humoristique dont les aiguilles avancent à reculons, d'après un conte de Mark Twain. La taille fait l'âge, et les paperasses, la civilisation. J'en sais quelque chose. Je suis écrivain. Considérant la version de ma mère, elle est morte, la chère âme, mais sa parole demeure. La patata venait de lever quand elle avait ressenti les premières douleurs. Il était donc entre 8h et 10h du matin. Le citronnier du patio était en fleurs. C'était indiscutablement le printemps, mars, avril ou mai. Sa cousine Myriam était en pèlerinage à Moulay Yacoub. Elle s'en souvenait avec sa mémoire émotive et associative. Je serais par conséquent né en mai, avril ou mars 1930, 31 ou 29,
au choix selon la concordance élastique de l'ère chrétienne et de l'ère égérienne, une équation algébrique à deux inconnus en quelque sorte. Mais comme cela est loin maintenant, mon fils, disait ma mère en éclatant de rire. Venons-en, pour conclure, à la déclaration officielle et péremptoire de l'officier marocain d'état civil auquel j'avais réclamé un extrait de naissance à El Jadida, ma ville natale, et qui, 3 jours durant, avait sué sang et eau pour déterrer les archives. Rien, cher ami, rien de rien, aucune trace, vous n'existez pas. Ce qui revient à dire que je suis un écrivain fantôme et qui résout la question. J'aime mon pays. Si loin que j'en sois, de par le monde, je n'ai qu'à fermer les yeux pour le voir et l'entendre, le sentir et le ressentir. Ici, on l'appelle le Maroc. Sur l'autre rive de la Méditerranée, nous le nommons Al-Maghreb al-Aqsa, l'extrême Occident. Je suis aussi curieux que l'inspecteur Ali, mon personnage fétiche. Il m'est souvent arrivé de poser une petite question identitaire aux citoyens du pays voisin. Réponse au choix. Je suis kabyle, je suis arabe, islamiste, oranais, anti-islamiste. Fichez-moi la paix, je ne fais pas de politique. Interrogez un bourgeois de Fès, un paysan des Doukala, un montagnard du Rif, un juif comme l'écrivain Edmond Amran el-Maleh. Ils vous répondront sans l'ombre d'une hésitation. Je suis marocain. Interrogez-moi. Le Maroc est mon rêve éveillé, mon foie, ma demeure. On peut renoncer à tout, sauf à l'enfance. Le chemin qui mène vers l'espace affectif rejoint celui du temps. L'espace, en Moyen Atlas, à quelque distance de la ville de Khénifra, une route étroite, escarpée et tout enlacée, mène vers la montagne, le Djebel Romiat, culmine à quelques 2000 mètres d'altitude. Mais, avant de le voir, à 2 ou 3 kilomètres de là, vous entendez un orage continu, assourdissant. Pourtant, il n'y a aucun nuage au-dessus de votre tête, et ce que vous voyez bientôt, ce que vous entendez de plus en plus cataractant, ce qui va vous emporter la vue et l'intellect, vous ramener instantanément vers l'aube de la création. C'est ça, le Djebel calcaire et nu, sans un arbre ni un arbuste, hormis quelques buissons de buis, d'où fusent, tels des projectiles, des écureuils de roches ludiques. De roche en roche, des mouflons se poursuivent en amour et en bonds aériens. À main gauche, par-delà le ravin, un piéton avec juste un œuf blanc, gros comme un melon de Cavaillon, qui va devenir, dans quelques saisons, un gypaète emplissant le ciel de ses ailes déployées, les ors, les ocres, les améthystes et les siennes du soleil levant, et, en bas de la falaise, tombant à la verticale, l'abîme à 1000 voies. Des lampes de la montagne en rue, avec toute la force de l'âge, jaillit sa semence puissante et grandante, les 40 sources de l'Omarbieh. Ici, nulle trace de pollution, nul signe de ratiocination. On se sent renaître, naître, débarrassé des gangs de la civilisation technicienne et déshumanisante. Il n'y a plus de fossé entre l'homme et son instinct. La première aube est là, tangible. Tout est à découvrir, à aimer, et d'abord soi-même. C'est ici qu'avec un peu d'imagination, j'ai conçu la trame de mon roman « La mer du printemps ». Le général Uqba ibn Nafeh, à la tête de ses cavaliers, en l'an 680 de l'ère chrétienne, au moment même où les croyants se massacraient là-bas, à Kerbala, au nom de la nouvelle religion de tolérance. Il avait tourné le dos à l'Orient, voulait fonder une communauté nouvelle. Il était certain, de science certaine, qu'un jour le soleil se lèverait à l'ouest, en Occident. Franchis les hauts plateaux, les vallées et les plaines, voici l'estuaire du fleuve Omarbieh à Azmour, là même où Uqba ibn Nafeh était parvenu au bout de la terre. Sanglotant, il était entré dans l'océan jusqu'à ce que les flots eussent baigné les flancs de son cheval. Il avait rendu grâce à Dieu, avait proclamé d'une voix enrouée: « La guerre est terminée, il ne reste que celle de l'esprit. » Comme lui, l'Atlantique toussait, perplexe, devant l'immensité de la vie. D'Azmour à El Jadida, la rade me saute à la gorge. Chaque fois
que je longe sa frange d'écume. Elle a une présence charnelle sur une distance de 12 kilomètres, de l'estuaire du fleuve au rempart ocre du vieux château portugais. Une voix bien à elle qui m'interpelle du fond de ma lointaine enfance. Ce gamin qui plonge tout habillé dans les eaux du port, est-ce moi? Que rêvais-je alors? Et peut-on quitter son pays un jour au nom d'une autre civilisation et au nom de la littérature? Et puis y revenir longtemps, plus tard, comme si rien ne s'y était passé en ton absence, comme s'il n'avait pas eu besoin de toi. De l'horizon, père, comme les yeux d'Aphrodite, cette vieille déesse de l'amour, monte une vague dandinante, puissante, déferle. Une autre vague vient par-dessus la première et la recouvre. Une autre encore. Chacune d'elles ajoute sa vie à la vie, toutes en la même voix, répètent le même mot, paix, paix, paix. Et ces voix-là, multiples et semblables, je les ressens comme celles des hommes de l'autrefois, des hommes des générations qui ont précédé la mienne et qui ont déposé dans mon sang leurs peines, leurs joies, leurs espoirs, goutte à goutte. El Jadida, c'est à l'heure du laitier que j'aime le plus ma ville natale, peuplée uniquement, et pour quelques instants encore, de besogneux lève-tôt, par nécessité, éboueurs, marins-pêcheurs, marchands de beignets, dévots, maraîchers, gardiens de fours publics. L'un après l'autre, ils me souhaitent une journée de lumière, tandis que je déambule dans les rues et les ruelles. Entrez avec moi, je vous prie, dans la cité portugaise, où le passé a été restauré dans les moindres détails. Regardez, sur cette terre, pas plus vaste qu'une esplanade, côte à côte, voisine une mosquée, une église, une synagogue. Tanger, au confluent de deux mers, à la frontière de l'Afrique et de l'Europe, c'est de cette ville qu'en l'an 711 s'était embarqué Tariq ibn Ziyad avec quelques centaines de partisans pour la conquête de l'Espagne. C'était un Marocain, son rêve fou, il l'avait réalisé pour des siècles. L'Andalousie, multiethnique, multiconfessionnelle, une société ouverte, florissante en art et en sciences, à un degré tel que la majorité des musulmans des temps présents s'en souviennent en leur mémoire collective en tant que notre âge d'or. Je suis un descendant de ces Andalous-là. J'ai hérité d'eux ma première culture et l'un de mes enfants, né en Vendée, se prénomme Tariq. Une question me hante lorsque je considère l'ensemble du monde musulman de cette fin de siècle. Aurons-nous un jour un autre avenir que notre passé? Le Sahara. Savez-vous ce que c'est le désert? Et qui vous le dira jamais ce qu'est le désert? L'avez-vous entendu chanter? Il chante réellement quelques instants avant l'aurore, pour peu qu'on lui prête l'oreille. Grains de sable par myriades chauffés à blanc, toute une journée par un soleil de fournaise, puis frigorifiés brutalement au cours de la nuit. Poussière impalpable, soulevée à hauteur du ciel et hésitant à retomber sur le sol. Gouttes de lumière tombant dru des étoiles et se transformant en gouttes de rosée. Congélation de la rosée, gelure des pierres, racines des dattiers, puisant l'âme liquide de la terre, respiration lente de la terre, comme celle d'une femme qui allaite, sève circulant de mai en mai. Le long des troncs durcis par des générations de sécheresse, souffle des vents anciens, frais et bénis, caravanes, voyageurs qui avaient traversé le désert et dont les rumeurs avaient laissé derrière eux des résonances d'échos, joie, peine, espoir, mais Harry si chargé d'expérience qu'il ne pouvait plus dire un mot, poètes disparus, leurs souvenirs vivaces, dans les mémoires, leurs paroles transmises de bouche à oreille au fil des âges, et le silence, ce silence plein de toutes les existences du temps, lumière et obscurité, minéral, humain, végétal, passé et présent, langage, chaque particule émet une note infime, un signe infinitésimal, le suprême avenir étendu sur tout l'écoumène de sable et de règles. Avez-vous entendu chanter le désert? Au cours d'une enquête en Grande-Bretagne, ce farfelu d'inspecteur Ali de la police marocaine avait fait la connaissance d'une jeune compatriote employée dans un grand hôtel londonien. Elle n'avait pas oublié sa langue maternelle, mais elle avait un accent britannique.
C'était délicieux. L'inspecteur ne posa pas de questions, aucune. Il se contenta de parler de Fès, sa ville natale, telle qu'elle l'avait connue 10 ou 15 ans auparavant. Il se garda bien de parler de l'essor économique qui avait modernisé, bouleversé la cité, comme presque toutes celles du pays. On n'avait même pavé les ruelles de la vieille Médina. Il fit un double nœud à sa langue pour ne pas faire mention des Marocaines de cette fin de siècle, conseil en communication, physiciennes, avocates, journalistes, médecins, architectes, biologistes, informaticiennes. L'inspecteur Ali parlait-il en mon nom? Certainement. Il ne fallait pas étrangler la nostalgie. Il ne fallait surtout pas nager à contre-courant des idées reçues, déschématiser les médias d'Europe ou d'Amérique. Les volées d'écolières qui se dirigent au petit matin vers leur établissement scolaire me rajeunissent. La créatrice de mes jours vient de mourir. Un beau jour, elle a fait sa sieste quotidienne et ne s'est pas réveillée. Elle était analphabète, en arabe et en français. Elle a eu une vie heureuse, 85 ans. En ce sens qu'il n'est venu à l'idée d'aucun de ses descendants de la placer dans un foyer pour personnes âgées, cette espèce de mouroir. Chez nous, dans toutes les classes sociales, la tradition demeure. Ceux qui ont donné la vie doivent être pris en charge jusqu'à la fin de leur existence par leurs enfants et leurs petits-enfants. Elle avait beaucoup voyagé de par le monde. Elle a été enterrée dans notre ancienne ferme d'Ain Kadid, au bord de l'océan Atlantique, comme elle l'avait souhaité. Si notre passé est intensément présent dans nos actes quotidiens, pourrait-il rejoindre l'avenir, en tracer la voie tout au moins? Dans la modernisation galopante du Maroc, pourra-t-on, comme autrefois, faire une place digne aux pauvres et sauvegarder les témoins des temps anciens? Je pense aux Gnawa, en particulier, ces noirs marocains qui rythment les saisons au son de leurs claquettes et de leurs tambours depuis le fond des âges. Leur nombre s'amenuise de décennie en décennie, et la plupart de ceux qui subsistent, on les a édulcorés pour amuser les touristes sur la place Jemaa el-Fna à Marrakech. Je pense à ces légions d'exclus par voie d'audimat économique et qui ne font même pas de politique. Je pense à l'argent souverain des temps modernes. Je pense à ces virtuoses de la musique andalouse, Abdelkrim Qaïs entre autres, dont les orchestres ancestraux réunissaient en convivialité parents et amis autour d'une table avant le repas. J'espère bien qu'on ne va pas les remplacer par une bouteille de whisky afin de délier les cœurs. La gastronomie, le couscous n'est qu'un plat ordinaire, restera encore l'un des purs fleurons de notre culture, j'en suis persuadée. Mais l'inspecteur Ali et moi-même avons constaté l'intrusion de quelques McDonald's ici ou là. Le livre, cet autre fleuron, pourrait-il échapper au danger qui le guette, devenir un jour un produit exotique, sinon un produit de marché? Loin dans le temps, avec un peu d'imagination, je revois Badruddin ibn Zubayr, l'émir de Cordoue. Il campe dans un hameau de tente sous les remparts de la ville, au milieu de son clan et de sa garde prétorienne. Il est assis en tailleur au centre d'un cercle de livres. Quand il en a terminé un, il le referme et le remet en place, ouvre le suivant en poussant un soupir d'aise. Il a fait le serment de ne sortir de ce cercle qu'en cas de nécessité absolue. Autour de lui, à portée de vue et d'ouïe, l'Andalousie musulmane est en train de s'édifier, pierre à pierre, entreprise des hommes. Lui, l'émir Badruddin, désire embrasser toute la science des hommes. C'est sa seule subsistance terrestre, jour et nuit, même dans ses rêves. Si tu ne sais pas ce qui s'est passé avant ta naissance, tu resteras toujours un enfant. Calligraphié en caractères araméens, le traité qu'il tient sur ses genoux emporte la vue et la raison. Pour s'en pénétrer, il faut une concentration totale, ce même recueillement absolu dont l'auteur l'a conçu au terme de sa vie. Il est mort voici très longtemps, avant l'avènement de l'islam, mais son esprit demeure, plus fertile que jamais. Si tu ne sais pas ce qui s'est passé avant ta naissance, tu resteras toujours un enfant.
Se peut-il qu'un homme qui a vécu des siècles auparavant ait eu connaissance de ces traits de lumière sur lesquels les exégètes du Coran se cassent le cerveau, les dents et la foi? Mais alors, la religion ne serait qu'un reflet, une pâle lueur du fleuve vérité. Comme des phares dans la longue nuit de l'humanité, de tels êtres, musulmans ou non, relient la terre au ciel et le passé au présent. Donnez-moi des livres et laissez-moi rêver.